Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous allez voir dans quelques instants, j'ai le plaisir d'accueillir un invité que je voulais avoir depuis longtemps. Donc voilà, vous allez voir ça dans quelques instants. Bon, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Je rentre dans une phase, on va dire, d'effervescence de travail. Bon, c'est toujours un petit peu chargé hein, pour toutes celles et ceux, vous qui me suivez depuis des mois, voire des années, vous savez que je suis plutôt un hyperactif du travail. Et là, il y a pas mal de sujets que je voulais voir un petit peu avec vous. Donc les premières actualités, vous avez l'habitude, les actualités de GG. Voilà, un petit panorama, un petit format de quelques minutes sur lesquels je vous parle un peu de mon quotidien d'investisseur immobilier, de marchand de biens. Par quoi ça va démarrer? Alors cette fois-ci, j'ai envie de démarrer par la partie accompagnement, j'ai envie de dire, la casquette de coach et de mentor en immobilier, pour vous dire que je vais bientôt donner une conférence à Rennes le mercredi 5 novembre. Donc voilà, si vous voulez venir me voir, si vous voulez venir rencontrer d'autres investisseurs, en apprendre un peu plus sur mon parcours, comment je vois les choses, quelle est ma vision de l'IMO, quelles sont les stratégies que je préconise, etc. Je vais mettre un lien dans la barre de description pour justement que tu puisses nous rejoindre. Donc c'est un événement qui est gratuit, qui aura lieu dans le centre-ville de Rennes à 19h30 et donc toutes les informations seront communiquées suite à l'inscription. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, mercredi 5, petite conf à Rennes. Il faut savoir que la semaine dernière j'étais présent sur Laval, donc j'ai eu le plaisir de donner justement une intervention sur Laval, donc c'était cool, ça me permet vraiment, j'adore cet exercice, hein. Ça me permet vraiment de me confronter avec les problématiques des investisseurs. Je dois dire que c'est quand même assez c'est fatigant d'organiser une conférence. Ça prend du temps, c'est mentalement, voilà, c'est très prenant. Je parle pendant 2-3 heures non-stop, le temps de répondre aux questions, etc. Donc c'est vrai que je ressors de là, en général, je suis rincé, mais par contre, je suis clairement, on va dire, enrichi des personnes que je vais rencontrer. Donc voilà, donc si tu es dans le coin le mercredi 5 novembre sur Rennes, ça me fera très plaisir de te rencontrer. Autrement, en accompagnement, je suis content parce que j'ai mes élèves qui passent à l'action, qui font de la visite, qui font des offres, qui signent des affaires. Donc ça, quand tu es, je dois dire, mentor immobilier et que tu as pour vocation à aider les investisseurs justement à bien faire les choses, à réaliser des bonnes affaires, c'est quand même trop cool. Donc voilà, donc là j'ai des élèves qui étaient en visite la semaine dernière, on a pu débriefer un petit peu de ce qu'ils ont visité et il y a des offres qui ont été dégainées. Donc c'est trop cool, ça avance. C'est juste trop bien. Je suis vraiment hyper fier d'eux, de pouvoir vraiment voir cette montée en compétences et puis ce passage à l'action, hein. Quand je les revois encore il y a quelques semaines pour certains, quelques mois pour d'autres, qui étaient pleins de doutes, ça doutait dans tous les sens, il n'y avait pas de méthode, ça tournait en rond depuis des mois, voire des années pour certains. Quand je vois la concrétisation et vraiment la transformation, elle est absolument dingue. D'ailleurs, tu regarderas dans la barre de description, mais j'ai un petit Calendly pour faire des petits appels stratégiques pour que je puisse faire le point avec toi en fonction de ta situation, en fonction également de tes problématiques, voir si je suis en mesure ou pas d'ailleurs de t'aider. Donc voilà, tu regarderas ça dans la barre de description. Autrement, quelles sont un petit peu les actualités personnelles, j'ai envie de dire, en tant qu'investisseur IMO et marchand de biens? Les amis, grande nouvelle, j'en ai parlé, il me semble, j'ai dû vous en parler, mais la semaine dernière, pareil, je me suis déplacé dans une ville en France pour signer des offres de prêt pour du marchand de biens. On a enfin un partenaire bancaire après près de 2 ans d'activité quasiment de marchand de biens, 2 ans en janvier et 5 opérations réalisées. Une banque nous fait confiance et c'est pas rien parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une banque dédiée aux professionnels de l'immobilier. On a mis un pied dedans et clairement, on compte bien tout dégommer et on compte bien vraiment accélérer parce que jusqu'à présent, d'ailleurs, je t'en parlais, je pense, dans mon dernier podcast où je te disais 200 000 euros de marge en l'espace de 2 ans. On avançait au compte-gouttes. On avançait vraiment opération après opération. On faisait du all-in à chaque fois. Et là, le gros avantage, c'est qu'on ne va pouvoir ne mettre que les 30% d'apport demandés pour démarrer l'opération.
simplement avec toute la trésorerie aujourd'hui que l'on a, on va pouvoir du coup démultiplier les opérations et du coup aller plus vite. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà, c'était une petite journée de déplacement, une petite journée dans le train. On a bouffé à peu près 8 heures de train dans la journée aller-retour. Donc bien fatigant, en plus c'était le lendemain de la conférence, donc voilà, mais c'était vraiment cool. Vraiment cool de comprendre, de rencontrer un partenaire qui comprend les investisseurs, qui comprend les marchands de biens, qui voit la logique, qui voit qu'on maîtrise notre projet. Et on lui posait la question là depuis le début d'année, il n'a accompagné que 25 dossiers en France dans cette agence-là. Donc c'est très peu, il choisit les personnes au compte-gouttes et on est plutôt fiers de nous et fiers du travail qu'on a réalisé jusqu'à présent pour avoir donné envie justement à cet établissement bancaire de bosser avec nous. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et puis moi, à titre perso, j'ai trouvé un immeuble pour moi, à titre perso avec ma femme, donc qu'on va tenter d'avoir, sur lequel on va tenter de soulever du crédit. Situation, voilà, quand tu es entrepreneur et que tu as monté ta boîte il n'y a pas longtemps, elle comme moi, c'est jamais les profils les plus sexy au niveau des banques, mais bon, voilà, je vais jouer de mes arguments, de mon expérience, et de ma maîtrise du risque, clairement, pour pouvoir convaincre. Donc je suis content, j'espère que ça va bien se goupiller. C'est un dossier, allez, on est aux alentours des 230 000 euros, donc pour 4 appartements. Donc voilà, j'ai hâte que ça voit le jour. La renta est pas dégueu. Bref, je t'en parlerai quand ce sera un peu plus fait, mais voilà. Donc là, on devrait signer un compromis d'ici 3 semaines, 1 mois. Et enfin, un autre projet qui démarre également, un projet que je réalise dans ma ville, dans la ville dans laquelle j'habite aujourd'hui, un projet qu'on fait avec 2 autres couples d'amis, un projet de division de maison en 5 lots, 4 appartements, une cellule co au rez-de-chaussée. Et là, je suis en train de faire passer les différentes entreprises pour les devis. Gros projet, gros chantier et grosse plus-value à aller chercher. Donc c'est un dossier qui est bien, c'est trop cool. Et puis en plus, le fait que ce soit à côté de la maison, on va pas se mentir, c'est hyper pratique pour tous les rendez-vous. Clairement, j'y suis en 1 minute en voiture. S'il n'y a personne dans le bourg avec son tracteur. Mais donc c'est vraiment le côté proximité est vraiment très plaisant pour pouvoir gérer ce projet et coordonner les choses. Donc voilà. Donc là, je fais passer les différents corps d'état. Il y a déjà le maçon qui est passé, l'architecte, et là demain et après-demain, en fonction du jour à laquelle tu écoutes ce podcast, je vais avoir plaquiste et puis menuisier pour toutes les fenêtres, portes d'entrée, etc. Donc voilà, c'est un dossier qui devrait voir le jour, je pense, en début d'année prochaine, parce qu'il y a des locataires dedans qui vont quitter le logement à cette période-là. Donc c'est un projet assez long, j'ai envie de dire. Mais ça nous laisse le temps finalement d'organiser ça tranquillement, sans pression. Donc voilà, donc c'est un très joli projet en termes de valeur patrimoniale. Donc voilà, comme voilà, vous avez bien compris du coup que je ne m'ennuyais pas, mine de rien, en ce moment, entre tout ça, la préparation des conférences, la gestion des projets IMO. Et dernière activité de marchand, du coup, la banque là, sur laquelle on a signé le prêt, c'est pour pouvoir enfin acter officiellement l'achat de notre opération là, de division d'immeubles en 4 appartes. Que je fais avec mon associé. Du coup, une opération dont je t'ai beaucoup parlé, donc j'ai déjà fait du contenu sur Instagram, sur lequel il y aura également bientôt une vidéo YouTube qui sortira, un super beau projet. Voilà, ce que je te disais, c'est que j'étais tombé un peu amoureux du bâtiment, de cette vieille pierre, de ce beau parquet, de ces cheminées. Donc voilà, on va pouvoir, enfin on a la date à début novembre, on va pouvoir enfin embrayer sur la revente des lots parce qu'on n'a pas réussi à négocier de préco, et puis également sur les petits travaux à effectuer au sein du bâtiment et du jardin. Donc voilà, ça va être un super beau projet, et enfin ça se concrétise. Donc voilà, donc on est allé signer nos offres de prêt la semaine dernière pour notamment ce projet-là, et ça avance doucement mais sûrement. Étape après étape, c'est toujours ce que je dis, il faut avoir sa vision, il faut savoir où tu vas, et après il faut avancer, il faut juste jamais s'arrêter. Voilà, c'est ce qui fait la différence justement entre les investisseurs qui réussissent et ceux qui abandonnent au début. C'est que finalement il faut
faut passer les épreuves, faut avoir son plan, faut avoir sa stratégie, et puis étape après étape, plan, enfin tu vois, mois après mois, année après année, et bah mine de rien, bah ça s'empile, ça continue, et puis l'idée c'est que quand on fait bien les choses, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc voilà les amis, en préambule de ce podcast. Donc on va maintenant basculer à l'épisode du jour. Comme je te l'ai dit en préambule, je suis très content d'accueillir aujourd'hui, bah, vous allez voir dans quelques instants, hein. C'est quelqu'un que j'estime, comme je lui le disais également lors du podcast. Euh, je trouve que sur les réseaux, il y a beaucoup de pimpins, beaucoup de tocards, beaucoup de personnes qui n'ont pas de niveau en fait, et qui vendent des produits miracles, des solutions miracles, et moi ça m'énerve. Là, j'ai vraiment eu une belle conversation entre deux professionnels de l'immobilier sur les stratégies, sur les visions relativement, enfin communes hein, d'ailleurs que l'on avait. Donc voilà, donc je suis super content de l'avoir accueilli, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va être encore une fois instructif. Encore une fois, si tu découvres ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, c'est important pour moi, ça me donne de la force hein, clairement, parce que ça fait 4 ans et demi que je fais ce podcast, bientôt 5 ans en janvier, et clairement c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc voilà, quand je fais un podcast, je ne suis pas en visite de biens ou je ne suis pas à faire autre chose, je ne suis pas à faire du sport. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast ou bien la plateforme sur laquelle tu vas écouter notamment cet épisode. Et si ça te plaît, n'hésite pas également à le partager à un proche qui en a besoin, qui veut passer à l'action, qui s'intéresse à l'immobilier. Donc sans transition aucune, on va maintenant basculer sur le sujet avec notre invité du jour. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter. Alors vous le présentez, vous le connaissez très certainement parce que il est présent sur les réseaux. Joris, alias Meraxia, comment vas-tu? Écoute, très bien. Merci Jérôme et merci du coup pour l'invitation. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Ça fait un moment que je te suis. C'est vrai que les réseaux et le podcast, c'est l'occasion pour moi de connecter avec des investisseurs un peu partout en France. Euh, j'aime ton contenu. En fait, j'aime surtout ta façon de voir l'immobilier. Il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et je dois dire que tu as une vision, je trouve, qui est saine et qui est plutôt, le mot, c'est pas honnête, mais transverse, tu vois, de l'immobilier. Et c'est pas toujours le cas. J'ai reçu des personnes voilà, dans le passé pour faire enfin, pour les découvrir. Et en creusant, je me dis, ouais, bon, bref, une vision assez erronée. Et je trouve qu'on a plutôt une vision qui se rejoint. Donc je suis ravi de passer ce moment-là avec toi. Bah écoute, déjà, est-ce que tu peux te présenter à nous? Quel âge t'as? Où est-ce que tu vis? Bah, vous allez voir les amis qu'avec son accent, ça va trahir direct. Direct. Est-ce que, Je est-ce peux que pas tu, mentir. est-ce que Pas tu fais mentir sur ça. Donc du coup, Joris, moi j'ai 35 ans et donc je suis originaire de Toulouse et maintenant je suis réinstallé sur Toulouse. Donc voilà, à la base, je suis ingénieur chimiste, donc rien à voir avec l'immobilier. Puis on pourra parler un petit peu du parcours, mais aujourd'hui j'ai principalement trois casquettes. La première, je fais l'investissement immobilier locatif de parcs que j'ai construit depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Mhm. Deuxième, c'est une activité de marchand de biens, plus pour l'instant l'opportunité, mais qu'on va réaccélérer, redévelopper là dans les prochaines semaines, prochains mois. Et le troisième, c'est la casquette, on va dire, j'aime pas trop le mot coach, mais on va dire mentorat, accompagnement sur l'immobilier, où on va former des gens, leur transmettre les connaissances pour que eux puissent ensuite mettre en place des investissements de leur côté. Ok, parfait. Donc un profil assez complet où tu balayes pas mal de casquettes et de compétences. Euh, Ce que j'aime bien demander aux gens, c'est, parce que du coup 35, t'as 35, donc t'es de 89, 90 dans ces eaux-là? 90. Ok, bon, je suis de 88, donc hein, je suis un peu plus vieux, mais on va dire qu'on est de la même génération. Ça va me rajeunir un peu. Euh, donc, tu as eu un métier précédemment, ingénieur chimiste. D'ailleurs, blague à part, j'avais passé le concours pour devenir ingénieur chimiste, enfin, école de chimie à Rennes à l'époque, et je crois que Oui. j'avais pas dû l'avoir, mais c'était un domaine que je trouvais, L'INSA, du coup. ouais, que je Ouais. trouvais ultra intéressant. Euh, du coup, comment t'es tombé finalement dans l'immobilier? Si on retrace un peu ça, si tu dis que ça fait 6 ans, c'est autour de la trentaine, on va dire, un petit peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour se dire je me lance?
Le déclic, alors rapidement, du coup, ingénieur chimiste, moi ensuite j'ai fait une spécialisation en gestion de projet pour pas travailler que dans la chimie et je me suis retrouvé à travailler pour des entreprises pétrolières qui construisent des plateformes, qui posent des pipelines en mer et je gérais les finances des projets. Ok. Projets entre 500 millions ou 3 milliards. J'étais sur mes tableaux Excel à 3000 lignes à devoir gérer un petit peu ça et être un peu advisor, conseil du projet sur la direction financière. Et donc, j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu au Nigeria, j'ai vécu en mer, en Égypte Ok. aussi. Pas mal d'expériences d'expatriation. Donc, en fait, tu te retrouves avec t'as 22, 23 ans, une très bonne situation. Ouais, ça Euh, devait palper pas mal. ouais, tu as un bon salaire, ton logement est payé, ta Je nourriture dépense est pas, hein. payée. J'ai passé 3 ans au Brésil. Donc, en fait, tu vis vraiment sur place comme si c'était chez toi. Tu te fais tes potes, etc. Donc, vraiment, une très bonne situation pendant 5, 6 ans, à peu près, 2012, 2018, pour retracer. Et ensuite, en 2018, ben, je rentre en France avec un peu d'épargne de côté. J'avais dû mettre 20, 25 000 euros de côté d'épargne sur ces années-là. Et je me dis, bah, c'est cool, mais ça reste sur un compte bancaire, un livret A. J'en fais pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire avec? Mon côté, moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, surtout mon père, avaient déjà commencé les investissements immobiliers il y a 15, 20 ans, mais un peu à l'ancienne, en mode, j'achète un appart, je le retape un petit peu moi-même, je le mets en location nue. J'achète un deuxième appart. Et puis, au bout de 15, 20 ans, ça me fera une retraite parce que le crédit, Ouais. c'est que ça. Donc moi, je me suis dit, ben, j'ai un peu d'argent de côté, ils savent faire ça, on n'a qu'à faire ça ensemble et on démarre. Donc on a démarré un peu comme ça, on va dire, à se vouloir faire ça vers 2018. Et c'est en même temps où, de mon côté, moi, j'ai eu un refus de promotion dans mon job, Ok. puisque les ans, tous les 2 ans, je montais de grade parce que bah, je bossais pas mal, je montais de grade. Jusqu'au jour où ma boîte me dit, la RH me dit, bah, écoute, là, c'est cool, tu bosses bien, mais tu es trop jeune pour monter de grade. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris. Trop jeune, tu vois. Autant que je fasse pas le bon boulot, X ou Y, mais tu vois, de juste dire, Ouais. Il y avait un ordre à respecter. J'ai un peu vécu ça par le passé voilà. sur un Donc, poste. ça m'a fait un deuxième déclic en me disant, OK, en fait, T'auras beau pousser les murs, on va pas te laisser Ah, le. voilà, en fait, il y a un moment donné, il y a un plafond. J'ai atteint vraiment ce plafond. Et puis, l'expatriation, c'était cool, mais au bout d'un moment, ben, en fait, c'est pas toi qui choisis. C'est-à-dire que tu vas dans un pays, je devais aller au Koweït, à un moment donné, j'ai réussi à ne pas y aller. Et si je voulais repartir au Brésil, ben, en fait, je ne peux pas. Enfin, c'est pas moi qui décidais de là où je voulais aller. Donc, je me suis rendu compte un peu de ces deux contraintes. Et c'est là que je me suis dit, bah, OK, autant faire de l'IMO. Et l'objectif, c'était de me dire à 2, 3 ans, je peux me mettre à mi-temps. Genre, je vais voyager pendant 6 mois et je peux rebosser un peu, peut-être en consulting pendant 6 mois. Donc, ça a été vraiment mon premier déclic, me dire, j'ai un peu d'argent de côté. J'ai la chance, du coup, d'avoir mes parents, mon père qui font ça. Et à côté de ça, je sais que niveau taf, je vais mettre moins d'énergie dessus et plus d'énergie sur l'immobilier. Ok. Et donc là, finalement, donc t'as l'exemple familial. Donc ça, mine de rien, quand on a au-dessus de nous, j'ai envie de dire, ou autour de nous, euh, le modèle, ou du moins même si, enfin, comme tu l'as dit, c'était de l'immobilier à l'ancienne, mais au moins, tu vois, il y avait cette ambition, je pense, on peut mettre ce mot-là. Euh, de se dire bon bah voilà, l'immobilier finalement ça peut être un moyen, tu vois, c'est comme ça que j'en parle beaucoup. L'immobilier c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un processus, un chemin qui va te permettre d'arriver, tu vois, toi tu parlais de voyage, de voyager 6 mois à l'année, enfin tu vois, ça permet d'avoir le choix, je trouve, tu vois, donc C'est ça ça. très rapidement tu le matérialises, quoi. Le mot du choix. Et puis moi, ça me rassurait dans le sens où le fait de faire avec mes parents, je savais que toute la partie opérationnelle, obtenir le financement, gestion des travaux, gestion locataire, ils maîtrisaient. C'est pas forcément le parfait, etc. Mais au moins, ils maîtrisaient. Donc, ça m'a donné moins de peur de me dire, bah, vas-y, go, je lance. Moi, je m'occupais de Mm. la partie recherche, analyse, acquisition. Et après, derrière, je sais que eux, parce qu'on avait l'idée, c'est on était en région toulousaine pour investir, enfin, à 2 heures de Toulouse. Mais moi, je continuais d'habiter en région parisienne. Ok. Donc, pour toute la gestion, c'était plus simple aussi. Et aussi, moi, l'idée, c'est de me dire, ben, j'ai arrêté l'expatriation, enfin, j'ai bloqué les expatriations pendant ces 2, 3 ans en me disant, je reste en France, bon, à Paris, du coup, mais je reste en France, que c'est quand même plus facile d'investir et de visiter ou de suivre, même si mes parents gèrent aussi un peu sur place, en étant sur place, que depuis le Brésil avec 6 heures de Bah décalage. oui, oui, c'est clair.
Donc, voilà, donc j'ai fait ce choix-là en disant, 2018, je me bloque en France. Et j'ai commencé du coup à investir avec mes parents, ou comme ça on se répartissait le travail. Ok. Et du coup, les premiers biens que tu as, les premières opérations locatives finalement, est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que tu as des conneries que tu as faites? Est-ce que tu as tourné en rond pendant X mois parce que tu cherchais tout et n'importe quoi comme tout le monde au Ouais. début? C'est exactement ça, tu as résumé. Le premier projet, on a mis 9 mois, de septembre 2018 à mai 2019, tu vois, 8 9 mois à chercher, à trouver. Mais pourtant, j'ai fait des centaines, ouais, 50 visites, etc. En plus, j'habitais à Paris, j'habitais à Perpignan. Donc, j'avais 11 heures de train Ah aller-retour pour aller l'enfer. visiter. Euh, et j'avais que les week-ends. Le télétravail à l'époque, ça n'existait pas. Donc, tu partais le vendredi soir à 18 h et tu revenais dimanche soir à 23 h. Et je comprenais au bout d'un moment que c'était pas la bonne façon de faire parce que, en fait, quand on venait visiter, j'avais pas les chiffres en main, j'étais pas sûr, j'hésitais. Et puis, à l'époque, si le bien était intéressant et que tu hésites, Ouais, il partait dans la journée. il partait dans la journée. Donc, petit à petit, j'ai revu ma façon de travailler en me disant, tout ce que moi j'ai en place déjà pour les projets pétroliers, donc mes fichiers Excel de prise de décision, mes KPI, etc., pourquoi pas les transposer sur l'IMO. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois beaucoup plus réactif pour prendre une décision, même si j'étais à distance, que je n'avais pas visité ou quoi que ce soit. Donc, j'ai refondu un peu ma façon de travailler et d'analyse. Et là, on a trouvé du coup un lot de 2 studios, un truc qui était presque, qui venait d'être squatté, enfin assez pourri, mais une fac qui venait de s'installer ou qui allait s'installer juste après à 100 mètres donc de Perpy. Et on était à 24 000 € les 2 studios, donc Oh la dessus vache. 7 mètres carrés. En Ok. gros, on achetait à 800 € du mètre dans un secteur qui en valait 1005, 1006 à l'époque. Et on avait, OK, on avait un peu tout à reprendre, mais on n'avait pas Oui, pour 1 000 € mais du mètre ouais. pour reprendre. Et donc, on est sorti à ouais, 41 000 € de acquisition, travaux, notaires terminés. Et on les a loués au total, les deux, 640 €. Et aujourd'hui, on les loue même 950 €. Ouais, ben, ok. Les loyers ont explosé avec la fac qui est arrivée à côté. Donc, voilà, premier projet qui a mis du temps à se trouver. Bien évidemment, on avait un premier devis travaux à 8 000 € qui est passé à 15. Parce que tu prévois ta cuisine et puis une fois que le devis est signé, que l'artisan a commencé, il te dit, ah, mais tu veux pas rajouter une prise ici pour le micro-ondes? Ah ben oui, j'avais oublié. Ah, sauf que la prise maintenant elle est 2 fois plus chère que ce que je t'avais mis initialement dans le devis parce que j'ai déjà commencé les travaux, je sais que c'est moi qui vais faire les travaux et que tu vas pas passer par quelqu'un d'autre. Donc il nous Ouais. a assassiné sur c'est même pas les surprises, c'est des choses que nous on n'avait pas pensé parce que Normal, c'est le début. Enfin, je veux dire, on ne peut et pas ça, tout maîtriser au démarrage, mais même si, encore une fois, l'enseignement permet euh, il n'empêche que, moi, de ce que je vois là-dessus, en fait, et là, je me suis pris des petites notes, t'as donné deux points hyper importants. Euh, le fait d'avoir tourné en rond pendant 9 mois par manque de connaissances secteur terrain plus réactivité. Et aujourd'hui, toi comme moi, on sait qu'une OP, euh, pour peu qu'elle arrive sur les sites généralistes et qu'elle soit vraiment en or, c'est une anomalie de marché, faut dégainer tout de suite. Mais pour ça, faut connaître son secteur, il faut connaître le coût d'une rénovation, l'optimisation des BE, enfin bon bref, tout ce qui déroule. Et du coup, les métriques, tu pouvais pas te planter avec une acquisition à 2 fois moins, enfin à 50% en dessous du prix de marché. Bon, même si tes travaux, ils n'étaient pas optimisés à 100%, tu étais sûr de ne pas te planter, quoi. ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que le fait de le tourner différemment et de dire il faut que je mette un cadre dans mes Mm, analyses, ça aide à se rassurer et à être du coup plus réactif derrière. mm. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, hein. Je fais aussi des accompagnements. Alors, j'ai moins d'élèves et c'est pas mon activité principale. Mais moi, je fais de la chasse immobilière. Enfin, c'est mon métier. Je fais de la chasse immobilière, des accompagnements clés en main, notamment du marchand aussi, mais on en reparlera. Et c'est ce que je leur dis. Je dis, les gars, les chiffres, les métriques, les métriques, les métriques. Et tu sais, je les harcèle avec ça. Je dis, c'est quoi tes chiffres? C'est quoi tes chiffres? En fait, un chiffre, ça parle pas, tu vois. Enfin, ça parle, ça ne ment pas, pardon.
Si ton prix de marché il est à 1005, que tu achètes à 750 et que tu en as pour 500 euros de travaux du mètre carré, bah ton coût de revient il est inférieur au coût de marché. Mathématiquement, c'est une bonne affaire. Bon, après, faut aller un petit peu plus loin aussi, mais dans les grandes lignes, ta prise de décision, elle doit être assez rapide avec ces éléments-là. Donc, ok, top. Donc ça, c'est finalement ce qui te met un petit peu les pieds à l'étrier, j'ai envie de dire, ce qui te donne confiance, ce qui te permet de te lancer. Et derrière, est-ce que dans les grandes lignes, tu peux dérouler par quoi t'enchaînes? Ben, on enchaîne par 4 immeubles en 5 mois derrière. Oh là, il enchaîne vénère. En fait, du moment où on a capté ce côté de réactivité Ouais, et le fait de se dire, ben, tu vois, pour cet immeuble-là, ces deux lots-là, ces deux studios, on est venu nous-mêmes à la fin, tu vois, je crois qu'on a même posé le parquet dans celui-là et on est venu mettre les meubles. Mais du coup, on vient sur place. Moi, j'optimise toujours mon temps. Je viens sur place, je viens pas faire l'aller-retour juste pour poser du parquet ou mettre des meubles. Donc, tu du fais une coup, autre visite. une visite. Mm. Et je crois que c'était même pour signer l'acte authentique. Tu vois, c'est même pas pour ça, c'était pour signer l'acte authentique. Je fais une autre visite, je vois que ça correspond à mes chiffres, etc. Je fais l'offre directe lors de la visite. Et l'anecdote, c'est que j'appelle mon père juste après. Je lui envoie l'annonce sur le Bon Coin et tout. Je dis, ah, t'en penses quoi? J'étais en train d'aller à la gare pour rentrer à Paris. T'en penses quoi de cet immeuble et tout? Il me dit, ouais, c'est pas mal, les chiffres ont l'air cool et tout. Ce serait cool que tu ailles le visiter. Je dis, non, mais en fait, je viens de faire une offre et c'est bon. Mettre devant le fait accompli, c'est bon ça. Ok. Voilà, donc voilà, on a fait 4 immeubles derrière assez rapidement jusqu'en novembre 2019. Sur le même secteur, du coup, Même Perpignan, du coup? secteur, mais en fait, on est tout est quasiment à pied, un quart d'heure à pied les uns Ah ouais, des donc c'est autres. bien. Ok. On connaissait le secteur, ben, le fait d'aller sur place pour mettre les meubles, etc., on en profitait pour visiter. On commençait à prendre confiance un peu sur nos analyses aussi, le réseau qui nous en parlait aussi sur Bien sûr. certains. Mm. Donc, voilà. Donc, du coup, on a enchaîné sur ça. Sur les quatre, il y en avait deux avec pas mal de travaux, deux avec un peu moins de travaux, juste un coup de rafraîchissement qui était loué. Aujourd'hui, tout ça, c'est loué en location classique, meublé à l'année. Voilà. Et on a. Héberger, on fait un petit aparté fiscalité, enfin, dans les grandes lignes. T'as choisi quel type de société pour, enfin, est-ce que c'est du nom propre? Est-ce que c'est de la société? Si Alors, oui, ouais. lequel? Pour cela, sur 4 des 5 projets, c'est une SRL de famille, Ok, et mes parents et voulant en profiter de la location meublée. Et le dernier ou l'avant-dernier, c'était en nom propre parce qu'il y avait déjà des locataires en location nue à l'intérieur. ok, Et donc, ce n'est pas possible de prendre un SRL de famille. Donc, j'ai dit, ben, je le prends en perso et je le fais en perso. ok, ça marche. Très clair. Donc là, on en est à combien de lots là? On en est à une petite trentaine, je pense. Non, pas forcément, parce que ce pas des gros immeubles, ces immeubles qui font 3 4 lots, la plupart. Donc, on est à 17 lots. Ok, donc une petite. Bah, oui, t'as quand même bien bourriné en l'espace Alors, de. on a pas mal brûlé, c'est des immeubles entre 150 000 et 200, 220, tout compris. Donc, on a levé quasiment 800 000, un peu plus de 800 000 sur. Ok. Et sur l'aspect bancaire, toi, c'est toujours un questionnement des néophytes, enfin, et encore, je dirais même plus des intermédiaires qui ont fait quelques projets et qui se retrouvent, tu vois, bloqués avec ces fameux taux d'endettement. Comment ça se passe à l'époque? Alors, faut remettre peut-être un contexte bancaire avec des taux plus bas, je Ouais, pense. surtout avec un 2019 où il n'y avait pas de HCSF, Voilà. le calcul différentiel du taux d'endettement était partout. Donc à l'époque, j'ai appelé la banquière, elle me dit, ah, monsieur Crouzil, comme d'habitude, présentez-moi Comme, juste les chiffres du comme- projet. Et puis elle me dit, oui, 25 ans, 3 ans différés, pas d'apport. Ok, bon, ben, je vous prépare l'offre de prêt pour la semaine prochaine. Ouais, c'était Je mettais incroyable. juste à jour mes fiches de paye et puis ceux de mes parents, présentation rapide du projet. Donc à l'époque, c'était un peu l'Eldorado du financement. Donc comme tu l'as dit, hein, remettre au contexte, pas se comparer avec ça. Là où ça commence à bloquer vers la fin, c'est que du coup, sur les 5 projets, il y en avait deux qui n'étaient pas encore loués parce qu'ils étaient encore en cours de travaux. Ouais. On était tous avec 3 ans différés, donc toujours pas de capitalisation non plus. Et c'était la même banque à chaque fois qui nous suivait. Et donc, au bout d'un moment, elle a vraiment commencé à dire, OK, Serait peut-être temps d'amortir un peu. voilà, pour le prochain, donc pour le sixième, je crois, il faut que tout soit loué avant de pouvoir financer le prochain. Bon, après, on est tombé au Covid début 2020, donc on n'a pas fait de projet en 2020. On a recommencé qu'en 2021, mais ça a été facile parce que c'était l'époque, mais ça commençait à bloquer au bout d'un moment. Ouais, bah, c'est souvent en effet,
Tu vois, moi, avec une banque, j'ai 500 000 euros d'encours avec un établissement particulier. Et là, j'ai bien vu quand. Ça fait un moment que je les ai pas sollicités, mais la dernière fois, c'était bon, monsieur Rubin, même si c'est des projets, tu vois, qui tournent à 12-13%, bon, ça roule. Mais vous reviendrez nous voir quand vous aurez un peu amorti de capital, tu vois, parce que pareil, j'avais eu du 2 ans de différé. Donc bon, là, je vais bientôt retoquer à leur porte parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été amortis entre-temps. Mais c'est vrai que ça peut être bah, après, ce qui s'entend, hein, aujourd'hui, la banque va prêter par rapport à une prise de risque. Le but du jeu, c'est aussi d'être en capacité de rassurer et en l'occurrence là, tout louer pour pouvoir réenchaîner, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu bosses avec combien d'établissements bancaires, toi, à titre perso? Euh, J'en ai trois. J'ai celui-ci qui nous a pas mal financé. Tu vois, j'en suis à 10, à 4 avec le parti marchand, mais je le considère à côté. On en est à 15 ou 16 projets locatifs, je crois, aujourd'hui. Une dizaine qui sont dans le même établissement bancaire. 12 même dans le même établissement bancaire. Et après, j'en ai un qui est en région parisienne, puisque du coup, c'était la région parisienne. Et deux ou trois nouveaux projets qui sont avec une autre banque, parce que ben, pareil, la première banque historique, au bout d'un moment, on était Ah à oui. 2 millions d'encours, je pense, a commencé un peu à saturer. Ouais. Surtout une agence de village, de campagne. Donc, Ils sont pas habitués en plus? au niveau du risque, on est fort. Ouais. Et du coup, on est basculé, donc c'était Crédit Agricole, on a basculé là chez CIC plus récemment, puisque c'est là où j'ai mis mes comptes pro, moi, de ma boîte d'accompagnement, marchand de biens, et que bah, du coup, ils voient que ça tourne et que eux, derrière, ils ont un intérêt plutôt côté pro. Bien Ah, sûr. donc voilà, quatre établissements, mais c'est ouais, pas mal sur un seul qui nous a financé sur le départ. Ok, très clair. Donc oui, oui. Donc important à retenir aussi, c'est pas parce qu'au bout d'un moment, votre banque historique vous dit stop que ça doit s'arrêter. Même si c'est chiant. Enfin, je dois dire que moi, tu vois, tout ce qui est démarche bancaire, c'est la partie que j'aime le moins. Je prends pas de plaisir, tu vois, aller pitcher autant, trouver des projets, coordonner des travaux, tout ça, Ouais. c'est trop bien, quoi. C'est la vie d'être sur le terrain. Mais j'avoue que me taper des rendez-vous bancaires, j'estime que c'est pas là où je suis le meilleur forcément. Et bon, bref. Donc, mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à jongler puis à comprendre les règles et améliorer votre discours aussi en fonction d'une banque à une autre pour aller obtenir les financements. Euh, je m'étais noté que alors, je sais pas si à quel moment tu as fait, à quel moment de ton parcours tu as fait, comment dire, je vais pas dire le mot erreur, mais tu as fait le mot, euh, tu t'es fait avoir, voilà, c'est le mot, hein. T'en parlais un peu en story, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Tu t'es fait excroquer, voilà. Moi aussi, je me suis fait avoir par un artisan, donc j'ai lâché 20 000 balles, donc je sais ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mauvaise expérience finalement et surtout les leçons que tu en as tirées? Parce que moi j'ai tiré plein de leçons. Ok. Donc, ouais, pour remettre un peu de contexte, c'est un immeuble que j'achète en région centre en 2022. Juste au moment où je quitte mon taf, je veux lever de la dette, etc. Donc, je finance. Et là, je suis quelqu'un que je connais qui fait un peu de la chasse. Et du coup, je dis, ben, vas-y, go, moi, je peux lever jusqu'à 300 000. Il me faut Trouve-moi un 300. truc, quoi. Ouais. Et là, c'était un immeuble, il y avait quatre appartements déjà créés, des T2 pratiques, et dans les combles, potentiellement deux de plus. Bon, très bien. Moi, je fais confiance. Euh, on avance dessus. Moi, je calcule mes chiffres comme s'il n'y avait que quatre appartes. Comme ça, au moins, je suis tranquille, j'étais bon Ouais. dans mes chiffres. Et le fait d'en créer deux de plus m'a amené un coût de revient au mètre carré plus bas, puisque du coup, on rajoutait peut-être 1005 du mètre à rajouter ou 1003 du mètre à rajouter dans un secteur qui en valait 1006, 1007. Ça m'aidait à faire ça, mais déjà avec mes quatre, j'étais pas trop mal. Et donc, on avance. Moi, je lance la réno avec les quatre appartements, etc. Et je lui dis, ben, commence à me faire, toi, la déclaration au préalable, parce que moi, je n'étais pas du tout sur place, s'occuper de tout, l'ADP ou le permis pour la création des deux lots supplémentaires. Il fait ça, au bout de 2, 3 mois, il me dit, ah ben, un premier refus parce qu'il faut des places de parking, etc. Alors qu'on était face à la gare, il y avait des places de parking publiques devant la rue. Enfin, voilà. Et il me dit, ben, écoute, t'inquiète pas, de toute façon, je travaille sur plein de projets pour de la chasse avec la mairie. Donc, on va amener ça, comme j'amène du volume, pour négocier et pour leur expliquer que c'est pas cohérent. Peut-être proposer un rack à vélo, proposer un truc pour compenser ça. Ouais, faire passer, ouais.
moi, c'est l'expert, hein, je suis pas expert là-dessus, surtout que je voulais pas m'en occuper non plus. Et du coup, sur la partie prestation de chasse, moi, j'ai dit, tant que les 6 appartements sont pas légaux et sont pas autorisés, ben, pour l'instant, je finalise pas le paiement de la partie chasse. Je lui dis, par contre, le jour où j'ai un accord de la mairie, le La mairie, ouais. lendemain, ou dans l'heure, tu es payé, parce que c'est la chasse c'est terminé. Et 3 mois, 4 mois plus tard, il me dit, c'est bon, j'ai un nouveau rendez-vous, normalement ça devrait passer, etc. Je redépose le dossier. Bon, ok, redépose le dossier. Et 3 semaines après, il me dit, c'est bon, on a eu l'accord. Il m'envoie un papier, accord de DP pour création des lots, avec condition qu'on fasse le rack à vélo plus autre chose, je sais plus. Parfait. Moi, j'avais pas démarré travaux de suite, mais moi, j'avais mon accord et je suis tranquille. Et puis, quelques semaines après, je me dis, tiens, j'ai pas eu le nouveau dossier qui a été déposé, la nouvelle, Une nouvelle version, ouais. nouvelle version. Donc, je me dis, pas grave. Je lui envoie un message, il n'était pas dispo. J'appelle le cabinet d'archi qui avait géré ça. Ils me disent, ben, là, on doit l'avoir des archives, il faudrait que je regarde. Je regarde dans la semaine. Moi, j'appelle l'urbanisme, du coup, ils ont eu le dépôt. Et là, j'appelle l'urbanisme et ils me disent, ben, écoutez, donnez-moi le numéro. Je donne le numéro de permis ou de DP. Ils me disent, mais ça, c'est pas du tout chez nous. Et là, Ok, bah, bizarre, j'ai un document de votre part qui est signé, qui est tamponné. Euh, et là, tout t'as le, compris. tout le Ouais. chemin, on comprend petit à petit parce qu'il y a des personnes qui te disaient que ils étaient associés avec lui, cette personne-là, et qui du coup étaient sortis de l'association parce qu'il y avait des choses qui s'étaient mal passées, mais sans avoir trop de détails. Donc, il y a plein de choses qui te mettent un peu la puce à l'oreille, et puis là, tu te rends compte de ça. Donc, donc là, direct, en fait, il me dit, bah, envoyez-moi le document. Par mes contacts, j'arrive à voir euh, le, le directeur de l'urbanisme, du coup, en contact, etc. J'envoie le document. Il me dit, bah, écoutez, monsieur, c'est un faux. C'est un faux document. La personne a imité ma signature, du Oh coup. putain. Et donc, ben, malheureusement, c'est pas accordé. Tu vois. Donc là, pour moi, quel est le coût de l'erreur? C'est mes 5 000 ou 6 000, je ne sais plus, euros Chasse, de ouais. plantation de tasse. Heureusement, derrière, que je n'attendais pas ça pour que le projet soit viable, etc. Il y aura peut-être toujours de l'opportunité. Mais du coup, bah, voilà, tu te rends compte que la personne a quand même imité. Abuser de ta confiance. Parce Et que enfin, oui, un bâtard, quoi. Gros bâtard. sa femme travaillait au service RH de la mairie. Et ils m'ont dit, non, mais ce tampon-là, c'est le tampon du service RH de la mairie, etc. Bon, pour info, hein, c'est du pénal. Alors, je ne sais Oui. pas pour aller jusque-là, il y a des procédures qui sont en cours. Je verrai si je mets l'énergie de pousser jusque-là, Ouais, mais c'est toujours pareil, ouais. c'est une boîte qui aujourd'hui a licencié tous ses salariés, qui a volé beaucoup d'argent. C'est- C'était une grosse boîte. Ouais, C'est... c'est une boîte de clé en main qui était dans le Ok, sud de la Normandie. ok. Bon. Donc, Euh, et juste pour que je comprenne, est-ce que t'es devenu propriétaire, t'avais pas mis en condition suspensive le fait d'acheter non, parce que tout ça, le propriétaire vendeur ne voulait pas que moi, c'est pour ça que j'ai validé qu'avec déjà 4 apparts Ok. à tourner, et que pour moi, les deux de plus, c'est pour ça que je dis j'ai perdu entre guillemets que mes 5 000 6 000 euros, c'est que les deux de plus, c'était un bonus derrière. Voilà, ok. Ouais, ouais. Le projet, il tournait et puis il était économiquement et financièrement viable avec les 4 lots déjà existants, quoi. L'autre, c'était du bonus. Ok. Les bonus, et je m'étais dit que je le ferai plus tard. Ouais, ok. Ok, bon, bah voilà. Et les leçons que t'en as tirées? Leçon que j'en ai tirée, c'est ouais, de toujours vérifier finalement les documents qui sont envoyés, tu vois, de checker un peu ça. Hmm. Et puis, ouais, de toute façon, après la base, mais même si tu as confiance à 300% en la personne, Ouais, ouais. Mais il- oui, oui, bah, je vois un peu le sentiment, quoi que là, c'est comme, enfin, moi, tu vois, pour faire dans les grandes lignes, moi, c'est un artisan, du coup, une boîte d'entreprise générale qui m'a volé 20 000 euros. 2020, tu vois, je démarrais ma carrière d'investisseur et j'avais un immeuble de silo en rénovation, la coloc sur laquelle je me suis fait escroquer et la naissance de mon fils. Donc en fait, il y a eu un enchaînement de trucs et j'ai pas mis enfin tu vois, j'ai pas été vigilant. En plus, je le faisais avec deux copains qui étaient à distance. Bref, et en fait, la boîte, c'était une boîte, c'était des escrocs professionnels en Bretagne. On s'est rendu compte qu'on était des dizaines à s'être fait avoir. Et le gars, enfin, c'était très bien ficelé, hein. Le site vitrine, incroyable. Euh, Il y avait, euh, il y avait différents interlocuteurs par mail. Tu avais Rachel, la secrétaire comptable, Cindy, qui était trésorière. Enfin bon, bref.
il avait inventé tout un micmac d'interlocuteurs différents. C'était très très bien fait. Et du coup, on est tombé les deux pieds dedans et on s'est fait avoir. Bref. Donc, toujours être vigilant et bien demander en plus sur les professionnels du bâtiment tout ce qui va être assurance, attestation pour être sûr de savoir à qui vous avez affaire. Donc, mais c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de dire, hein. Ça, c'est ça. Même si des fois on s'en passerait bien, mais bon. Ok. Qu'est-ce que je m'étais noté comme petite question? T'as, t'as cette particularité, et c'est ça que j'aime bien, euh, et c'est ce que j'ai retrouvé dans ta bio, et tu t'en as reparlé, de, on va dire, tu t'es dit, il faut, tu vois, par manque de réactivité, par manque de d'efficience finalement, et c'est le programme c'est le nom de ton programme en plus, je crois. euh, il faut que je structure ça ou que je construise mon IMO comme une entreprise, que j'ai la vision en fait boîte, grosse boîte potentiellement. Oh là, je suis dans le nord, moi. Grosse boîte pour me développer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette façon de voir l'immobilier? Ouais, en fait, c'est une façon de voir l'immobilier et même tout finalement, le perso, la boîte d'accompagnement aussi. En fait, c'est toujours remettre au centre son temps. Parce que tout à l'heure, tu le disais, c'était d'avoir cette liberté de choix, c'est de faire de Ouais. l'immobilier comme moyen, etc. Et comme tu as dit, c'est pas un but final, l'immobilier, c'est vraiment un moyen. Le Mm. problème qu'on voit beaucoup en ce moment, parce qu'avec un peu tous les gros marketeurs, etc., c'est que les gens se mettent focus sur des projets très complexes en IMO, etc., qui prennent beaucoup de charges. Et derrière, en fait, ils remplacent leur salariat par leur temps Par sur de le. l'IMO. Oui. Moi, dès le départ, c'était de me dire, ben, j'ai quand même un très bon job. Donc, tu vois, c'est différent entre quelqu'un qui gagne juste 1500 euros de salaire et quelqu'un qui gagne 5000. Je te dis, si je fais quelque chose, il faut vraiment que derrière, mon temps soit le plus optimisé possible pour pas que ça me prenne, je sois sous l'eau. Donc, rapidement, dans cette méthode-là, aussi bien pour la partie acquisition, mais même gestion des travaux, gestion à distance, j'ai mis en sorte de faire des process pour que on puisse gérer un volume. Aujourd'hui, on a acquis 76 biens, 76 lots en 50, 6 ans. Je fais 4-5 projets immobiliers par an, en parallèle de l'entrepreneuriat, en parallèle de la vie perso. Marchand. Donc, Mm. pour que vraiment, tout puisse être structuré facilement. Et pareil pour l'entrepreneuriat, moi, je vois, comme tu le dis, l'immobilier, finalement, c'est de l'entrepreneuriat, et même c'est au-dessus en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est piloter. Et c'est pas d'aller faire forcément sur le terrain. Tu le fais au début, quand tu commences, etc. Entièrement d'accord. Mais il faut déjà avoir ce mindset dès le départ de se dire, est-ce que dans 3 ans, dans 5 ans, j'aurai toujours envie de faire mon coup de peinture, de poser mon parquet, etc., d'aller amener Mm. les. Si j'en suis encore là, c'est que j'ai pas évolué. Par contre, je me dis, OK, dans 3 5 ans, je ferai peut-être des projets plus gros, plus intéressants parce que ben, j'ai pris l'expertise et j'ai pris du réseau. Mais il faut que, pour pouvoir vraiment scaler et dupliquer rapidement des projets, que je puisse en parallèle déléguer, sinon j'explose rapidement. Et Mm. j'ai vraiment cette vision, comme tu le dis, de me dire, l'IMO, c'est bien, mais si on ne le structure pas, on peut rapidement en être dégoûté et exploser parce que ça nous prend tout notre temps. Ah bah oui, oui, clairement, hein. Là, si on. Alors, donc du coup, t'étais à Paris, t'as investi à Perpignan. Aujourd'hui, t'es sur la région toulousaine. Toulouse, Perpignan, j'ai aucune idée de la distance entre les deux deux. heures et demie à peu près. Ouais, donc j'imagine que tu vas pas te lever le samedi matin pour aller faire les états des lieux de sortie, parce que sinon ça te bouffe ta journée. C'est exactement ça. Non, non, on a sur la partie locative, par exemple, on a des process. Dès qu'un locataire part, on a toute une série de process qui nous amènent à ce qu'il y ait un nouveau locataire qui rentre. Notre seul rôle, quand je dis notre, c'est mes parents et moi, parce que c'est un peu plus ceux qui gèrent la partie gestion loc, c'est de mettre l'annonce en ligne et de valider les profils. Mm. Et l'idée, c'est que nous, nos tâches, on puisse les faire depuis n'importe où dans le monde. C'est tout. Et donc, je te donne Ok. un exemple que je vois rarement ailleurs, c'est qu'on a une vidéo de chaque appartement. Dès que le locataire, on a validé un peu le profil, avant de l'envoyer en visite et qu'il me dise, ah ouais, mais sur les photos, j'avais pas vu que la cuisine, elle est comme ça, on lui envoie une vidéo. Sur la Ouais. vidéo, là, c'est comme s'il était en visite. Et donc, ça permet qu'ensuite, on va l'envoyer sur place à quelqu'un qui, elle, s'occupe des visites, qui nous fait les ménages dans les parties communes, les visites, etc. En fait, les personnes qui font les visites, sur 10, il y en a 9 qui veulent l'appart et pas 3 parce qu'elles ont mal vu. Donc, on cadre ça à distance.
Et ensuite, sur place, elle fait les visites, ça se passe bien. Ben, nous, on fait les signatures de baux à distance. Même pas, elle fait la signature de bail avec eux sur place. Nous, elle a des baux que nous, on a déjà signés. Et donc, elle fait contre-signer sur place. Et tu as des lieux d'entrée, tu as des lieux de sortie quand ils ressortent. Et s'il y a un petit dégât, un petit truc, on a une deuxième personne qui va faire un coup de peinture, qui est un peu l'homme à tout faire On sur va place. tout faire. Ouais. Donc, Bah, l'idée, c'est de dire ben, ma- tout ce qui est nécessaire opérationnellement sur place, il n'y a pas besoin de nous. Et ça, comme tu dis, le fait de moi avoir commencé à investir à 11 heures de train aller-retour de là où j'ai investi, alors, comme on l'a dit juste avant, off, c'est pas ce que je recommande, au contraire. Par contre, ça a été mon cas parce que je savais que j'allais redescendre sur Toulouse, etc., qu'on est tombé sur ce secteur-là. Mais du coup, ça m'a obligé rapidement, dès le premier immeuble où tu dis, ben, en fait, il faut faire des visites, mais j'ai 11 heures de train pour faire des visites, c'est pas possible. Et donc, Hmm. il t'oblige à trouver des solutions, à créer des process pour ça. Ouais. Sur la partie, alors j'ai beaucoup moins de lots que toi, mais ils sont aussi, tu vois, j'ai un peu moins de route, mais j'ai entre 1h15 et 1h30. J'allais même jusqu'à 2 heures. Ouais, je suis monté jusqu'à 2 heures. Et pareil, tu vois, il y a des biens. Là, j'ai vendu une coloc là, il y a 3 semaines de ça qui était à 2 heures. J'avais pas mis les pieds depuis 3 ans et demi, 4 ans dedans, tu vois. Tout était processé pareil. Et en vrai, si on veut, comme tu dis, avancer, scaler et tout, t'es obligé, obligé. Enfin, moi, je mets les pieds peut-être une fois l'année dans chacun des immeubles, histoire d'eux, quoi. Mais parce que sinon, hein, c'est infernal. On passerait notre vie. Et en plus, voilà, quand tu rajoutes la casquette, toi comme moi, entrepreneur, je sais pas si t'as des enfants, etc. Mais moi, la vie de papa, tu vois, qui bouffe du temps aussi. Enfin, mon samedi matin, j'ai pas envie de le passer. J'ai encore moins envie maintenant, tu vois, d'aller me taper plus un état des lieux à 1h30 de chez moi. Donc, tu es obligé, en fait, comme tu dis, de mettre en place une façon pour prendre de la hauteur, externaliser. Et nous, notre job en tant qu'investisseur, le premier job, et c'est ce que je matraque à tout le monde, c'est de trouver des bonnes affaires. Voilà, ça, c'est notre premier job et de faire en sorte de les comment dire? Alors, je vais même aller plus loin que ça. Pour moi, maintenant, à partir du moment, le premier job, c'est même juste analyste. L'idée, c'est d'avoir ce réseau qui t'amène des affaires. Et toi, tu es vraiment dans ce côté, ben, je reçois la data, je reçois des affaires, j'analyse, je prends une décision. Ouais, Et derrière, tout le reste est quasiment processé. ouais, Mais ben, par contre, tu vas commencer souvent en faisant un peu tout. Et puis petit à petit, tu enlèves certaines parties. Et c'est souvent ça, comme je disais juste avant, hein, je vois dans les personnes qui nous contactent, qui ont fait deux, trois projets, bah, se retrouver un peu sous l'eau parce que tu gardes encore ton salariat, parce que tu n'as pas encore assez pour sortir, et tu te retrouves dans un entre-deux où, bah, moi, ça a été mon cas en début 2022, tu n'es pas loin d'exploser ouais, aussi. ouais, ouais, parce que tout se cumule et t'es obligé d'être sur un peu tous les fronts. Euh, si on reste sur ce côté analyse, je te rejoins tout à fait, hein. Clairement, le job, c'est de faire le réseau pour obtenir par la suite les opportunités, hein. C'est le plus long, tu vois, le fameux off-market. Alors, c'est un mot qui fait fantasmer beaucoup de monde, mais la réalité, c'est avant d'en arriver là, passer un peu de temps sur le terrain, gagner la confiance des agents IMO, être professionnel, se différencier, etc. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Faut bouffer de la visite, faut être sérieux dans la façon de visiter, dans la façon de relancer, dans la façon de communiquer. Et après, au bout d'un moment, ça paye. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais par contre, c'est sûr qu'une fois qu'on a atteint ce niveau, tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, niveau off-market validé, tu vois. Je vais Euh, utiliser la piste de ski, tu sais, bleu, vert, bleu, rouge, voilà. ouais, C'est pas de faire quelque chose qui est de niveau noir alors que tu en es au niveau bleu. Et c'est normal. C'est quand les gens se comparent aux autres. Ah ouais, lui, il fait ça. Ouais, mais lui, ça fait 5 ans qu'il fait de l'immobilier. exactement. C'est développer un gros réseau aussi. Et c'est du temps. C'est du temps sur le terrain, c'est du temps à apprendre. Enfin voilà, l'IMO, on apprend avec le temps, hein. Enfin, c'est l'expérience. Plus vous allez engranger d'expérience, que ce soit dans l'opérationnel, sur le terrain, à faire des visites, à gérer des chantiers, plus vous allez monter en compétences, plus vous allez être réactif, etc. Donc ça, après, voilà, il y a pas de secret. Et tout ça pour dire, tout cela juste pour te poser la question, c'est quoi selon toi les critères d'une bonne affaire? Toi, tu te dis, euh,
c'est quoi les feux verts, on va dire, les 3-4 feux verts où tu te dis, allez, c'est bon. Mais, enfin, je pense que toi comme moi, on est capable de prendre une décision sans visiter le bien. Tu vois, juste avec les métriques, le secteur, etc. C'est quoi pour toi les critères? Bah, de toute façon, pour te dire, aujourd'hui, je suis en cours d'acquisition de 3 immeubles, je ne les ai pas visités. Donc, je confirme là-dessus. Pour moi, il y en a un seul, c'est prix de revient, prix de marché. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Le premier des critères qui, si lui, il n'est pas vert, je passe même pas de temps à les Hmm, voir venir. Il y a modulo la négo hein, qui est possible, bien évidemment. Mais si, quand je fais mon calcul, je compte mon prix d'achat, les frais de notaire, le les montant droits. des travaux Hmm. estimatifs dans un premier temps, et que je suis 20-30% au-dessus du marché et que je sais qu'il n'y a pas de négo forcément ou très peu potentiel, j'achète pas. Moi, Passe. vraiment, c'est nous notre base de négociation, là, que j'appelle la base, c'est revenir au prix de marché pour être sûr de ne pas acheter plus cher. Parce que un bien qui nous a coûté 120 000, si demain il a même 15% de renta, mais qu'il en vaut que 100, je suis perdant, même si À avec la l'argent. sortie. Ouais. Ça, c'est le premier critère. Après, le deuxième, qui là va être plus personnel à chacun, c'est le niveau de rentabilité. C'est-à-dire que le niveau de rentabilité va définir quels sont mes objectifs. Est-ce que je veux du cash à court terme, plutôt à moyen terme, à long terme, mais surtout le niveau de risque que je veux prendre. Comme dans tout investissement, bourse, crypto, tout, financier, immobilier, plus on veut de rentabilité nette, donc c'est-à-dire plus on veut de renta, plus on a de risques qui va être en face. Le risque, ça peut être dans des quartiers un peu moins safe, d'aller dans des villes peut-être plus petites et donc des prix mètres carrés plus bas, moins de tension, d'aller faire de la coloc ou de la courte durée, on va prendre le risque, ben, notre temps, notre énergie. Bien sûr. Mais par contre, ça, c'est un critère qui est perso. Tu vois, par exemple, on a, nous, des personnes qui vont dire, ben, moi, je veux de l'autofinancement, donc à peu près 7,5, 8 de renta et d'autres qui vont vouloir aller chercher plus de cash flow. Donc il y a ça, c'est sur vraiment la partie chiffre, c'est mon premier critère, analyse financière. On a une méthode un peu en 3 étapes. Et la deuxième étape, ça va être l'analyse technique. Regarder bon, tous les audits, etc., des peu, mais surtout sur le côté locatif. Notamment quand on est sur des immeubles, ben, c'est là où, ah mince, il manque un compteur électrique, ou il en manque une vision, elle n'a pas été officielle. Ah, ben ok, c'est loué, mais en fait, l'agent IMO, il te dit, ben, il n'y a pas de travaux parce que c'est loué, mais en fait, À la sortie, c'est à la éclaté. sortie, tu en as pour 20 000. Tu as des locataires, ok, il s'est loué, il paye à peu près, mais c'est complètement cassos. Donc, si tu veux mettre des nouveaux bons locataires dans les autres apparts, ils te foutent le bordel. Donc, ça, c'est une analyse qui est plus granulaire, qui est plus technique, de dire, ok, c'est bien, mes chiffres sont bons, mais quel est le bien que je vais vraiment acheter derrière et quelle est l'énergie que je dois passer dessus pour, à la fin, avoir mon petit immeuble tout sympa, tout rénové, loué correctement, etc. Il y a une transition là-dessus. Ouais, je te rejoins tout à fait. Faut pas. Là, tu as évoqué plein de points. Tu vois, ne serait-ce que la division officielle avec les compteurs Linky. Alors, moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que tout soit. Tu vois, que tu aies un compteur Linky par appart, plus partie commune. Enfin, bon, bref. On m'a envoyé la semaine dernière, petite année, petit parallèle, un dossier sur Saint-Brieuc, justement, d'un agent avec lequel je bosse depuis des années. Je bosse beaucoup sur Saint-Brieuc. Euh, tu vois, sur le papier, il y a quasiment 10 points de renta. Brut. Mais bon, brut net, immeuble, c'est quasiment pareil. Bref. Et donc, mais dans l'annonce, il y a un truc qui m'interpelle. T'as le loyer hors charge et t'as 80 euros de charge. Et je l'appelle et je lui dis, mais tes charges là correspondent à quoi ça? Il y a pas de jardin, tu vois, il n'y a pas de l'élec des communs, ça fait beaucoup quand même. Il n'y a pas de gardien. Je dis, mais t'aurais pas qu'un seul compteur là-dessus? Et donc, il check les infos, il me dit, ah ouais, ouais, t'as raison, il y a qu'un seul compteur et tout. Je dis, bon, bah, ok, merci pour les infos. On se tient juste, enfin, je passe mon tour, ça m'intéresse pas. Et bon, bref. Et c'est vrai qu'en allant, faut toujours, euh, faut toujours penser à demain, en fait, tu vois. Il y a le plan A de l'instant, ok, est-ce que ça te va? Mais par contre, le plan à la sortie, comme tu dis, faut pas sous-estimer et mésestimer, tu vois, des travaux de rafraîchissement qui auront lieu quand un locataire va sortir. Parce que, comme tu dis, bah là, tu vois, j'ai un exemple très concret. En ce moment, je suis en train d'analyser un dossier pour moi. La renta affichée, elle est à 13%. Voilà, il y a 3 apparts sur 4 3 sur 4 de loués. Par contre, je sais qu'à la sortie, bah, j'ai cuisine, salle de bain, sol, peinture, on va dire grosso modo dans chaque appart. Donc je vois en ce moment, voilà, est-ce que une fois la réno globale effectuée de l'immeuble, est-ce que je suis toujours sur des chiffres qui vont être cohérents par rapport au prix de marché? Est-ce que oui ou non j'y vais? Mais faut toujours penser, enfin, faut pas voir que l'instantanéité et c'est, je pense,
le gros problème aussi de... Alors, je vais pas faire le constat de la génération, machin, génération instantanée, tout ça, mais où tout ce qui est vendeur de rêves, etc., sur lesquels j'essaye de m'extirper au maximum. Moi, je vends pas Limo, je vends pas du rêve, je vends des emmerdes, moi. Mais tu vois, en fait, on résout des problématiques. Donc, et on doit être en capacité à voir à la sortie si oui ou non on va gagner de l'argent. C'est pas juste maintenant, c'est quand tu vas arbitrer ton bien, est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Parce que si tu fais une moins-value de -30, c'est pas tes 300 euros de cash flow mensuel pendant 4 ans qui vont gommer grand-chose en fait. C'est ça, et d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser à un autre critère qu'on met qui est un peu plus difficile à mettre en place, c'est que on va vraiment investir dans des secteurs qui ont un potentiel d'évolution. Ouais. L'idée, comme tu dis, c'est que de toute façon, dans l'investissement immobilier, tu as trois piliers d'enrichissement. Le premier, qui est entre guillemets le cash flow, c'est l'excédent trésorerie, c'est ce qui t'enrichit instantanément sur ton compte bancaire, c'est cool, tu le vois. Un deuxième pilier qui est le remboursement du capital. Tous les mois, tu capitalises et donc à la fin, il te reste moins de crédit à rembourser quand tu revends. Et le troisième, c'est comme tu as dit, hein, quand tu vas revendre, c'est la prise de valeur de ton bien dans le temps, Mm, et qui est liée finalement au secteur dans lequel tu as investi. Et sur ça, en fait, on se rend compte que sur une vision à 5 ans, c'est presque le pilier numéro un en termes d'enrichissement parce que ça peut aller très vite. ouais. Et donc, on a une liste de plusieurs critères pour se dire, bon, ben là, dans ce secteur-là, donc secteur, ça peut être juste le quartier d'une ville ou une ville complète ou une zone un petit peu de plusieurs villes, on sait que il va surperformer par rapport au marché global, parce que tu as une analyse qui est macroéconomique, les taux, la politique, etc., ça t'a pas d'effet dessus. Par Mm. contre, en microéconomique, donc en local, ben, comment je trouve des secteurs qui vont surperformer par rapport À ça, d'autres. je trouve hyper important parce que finalement, tu vois, je préfère avoir du 8-9% de renta dans un secteur qui va prendre de la valeur que d'avoir du 10-11 dans un secteur qui va stagner et à la fin des 5 ans ou des 7 ans, bah, Mm. rendu le même prix que ce que ça m'a coûté. Non, mais je te rejoins tout à fait. Et je sais pas si toi tu organises ton patrimoine comme ça, mais moi je me suis rendu compte un petit peu que le patrimoine que j'avais avec ma femme, du coup, enfin, du coup, c'est moi qui drive les projets immobiliers. Mais bon, bref, je l'ai un peu organisé comme une partie d'échecs. C'est-à-dire que j'ai des projets qui vont être à stratégie offensive, donc à savoir des immeubles de rapport, tu vois. Alors dans des villes, bah, tu vois, j'en ai un à Saint-Brieuc, par exemple. J'ai un immeuble à Saint-Brieuc, j'en ai un autre là sur une ville de 6 000 habitants. Donc voilà, stratégie qui me fait gagner de l'argent instantanément. Bon, il y a de la plus-value long terme, etc. Bon, bref. La stratégie défensive, donc à savoir ma RP, secteur ultra patrimonial banlieue rennaise, et un appart centre-ville de Rennes, tu vois, pareil, euh, cash flow néant, par contre, voilà, prise de valeur dans le temps, ok, et plus-value aussi avec les travaux réalisés. Donc, mais miser sur le bon secteur, et ça, tu vois, on peut évoquer quelques critères. Moi, sur mon deuxième immeuble, par exemple, bon, coup de chat, hein, sans doute, on va pas se mentir. Il y avait différents critères qui me plaisaient dans cette ville, mais finalement, post-acquisition, dans l'année qui a suivi, j'ai l'Orange Bleu, McDo et Action qui débarquent dans la ville, tu vois. Et c'est ce que je dis aux élèves que j'accompagne, je dis, en gros, vous avez un triptyque de grosses franchises comme ça, et payent des centaines de milliers d'euros pour faire leur étude de marché. Donc en fait, si elles sont présentes, c'est que ça renvoie pour moi un signal qui est quand même C'est bon, ça, hein. tu disais par exemple, un peu des critères de savoir quels secteurs vont prendre la valeur. Bah, déjà, tu t'inspires des institutions publiques et privées. En gros, c'est là où il y a de l'argent qui est en train d'être mis, il y a de grandes chances que dans 3 à 5 ans, ça prenne de la valeur parce qu'eux, ils n'ont pas Mm, fait des analyses avec un bout de papier de leur côté. Ils ont dépensé des milliers, centaines de milliers d'euros pour analyser. Et du coup, tu te dis, ben voilà. Par contre, de ne pas arriver des fois trop tard en disant, tiens, il y a ça, mais en fait, c'était il y a 5 ans et que maintenant, on ouais. est en top de marché. Mais par contre, voilà, c'est se dire, bah, de toute façon, on regarde là où les gens mettent de l'argent, donc institutions privées, publiques sur les transports, sur les écoles, sur les commerces aussi, les mairies qui préemptent toutes les rues, il y a les commerces, etc. Ça se fait beaucoup en ce moment. Sur les privés, du coup, Orange Bleu, Burger King, McDo, toutes ces boîtes-là. Mm. Et également, je regarde aussi dans une ville, si tu vois plein d'échafaudages, d'immeubles qui sont en cours de réno, tu te dis qu'à un moment donné, si des investisseurs viennent là mettre de l'argent, C'est qu'il y a une raison. en probabilité aussi que ça prenne de la valeur. Mm. Oui, et puis après, c'est un cercle vertueux, hein, c'est toujours pareil, hein.
plus il y a de l'argent d'investi, plus ça profite à tout le monde autour, hein. Donc voilà, bon bref, intéressant. Euh, je suis en train de me noter les petites questions. On a fait grosso modo le tour des grandes lignes. Euh, si tu devais donner des conseils euh, à quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer, tu vois, alors c'est très bateau comme phrase, mais pour toi, qu'est-ce que l'immobilier t'a apporté? Alors, tu vois, je vais essayer de changer un peu de question. Qu'est-ce que l'immobilier m'a apporté? Ma liberté de temps et de choix. Ouais. Là, tu vois, je te donne un exemple typique, hein. Cet été, je suis parti un mois en Mongolie et en Albanie, du coup, à cheval et à pied. J'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de connexion Internet en Mongolie. Et pourtant, ben, tout l'immobilier a tourné, toute la partie entrepreneuriat a tourné. Et, euh, et vraiment, c'est d'avoir dire, ben, j'ai demandé, j'ai demandé entre guillemets à personne pour partir là, tu vois, de se dire finalement, ce que ça a apporté, c'est que de pouvoir lancer des projets passion, entrepreneuriaux, passion, etc., sans pression financière. Tu vois, comme tu disais, l'IMO, c'est un moyen, c'est de se dire, bah, en fait, finalement, le jour où j'ai quitté mon job en 2022 pour lancer Meraxa, la boîte d'accompagnement, bah, en fait, j'avais pas de pression financière de me dire, ah, il faut absolument que je fasse de l'argent avec la boîte, etc. Parce que je savais que j'avais du locatif qui tournait derrière. Je commençais un petit peu le marchand de biens aussi à côté. Et du coup, ça me permet de vraiment de prendre des décisions aujourd'hui sur la partie pro ou même perso sans me dire ben, j'ai une pression financière parce que ça tourne. Et ça m'a amené aussi une vision entrepreneuriale parce que pour moi, l'IMO, c'est l'entrepreneuriat. Hmm. Et je parlais tout à l'heure de l'efficience, hein, c'est l'optimisation de son temps dans chaque action qu'on fait, etc. Ben, en fait, l'IMO m'a amené aussi cette prise de recul en me disant ben, OK, et même là, dans le perso, dans le sport, dans tout, je mets vraiment le temps au milieu de tout parce qu'en fait, c'est la seule chose qui est limitée, la seule C'est la ressource. seule ressource limitée de notre vie, je suis d'accord. Et aujourd'hui, c'est de se dire, OK, c'est cool, je peux faire plein de choses, mais où est-ce que mon temps est le plus efficace, et le plus efficient? Et surtout, après, derrière, de dire, ben, là, j'ai fait de l'IMO locatif pendant 3 ans, pas mal explosé, structuré. Là, j'ai monté la boîte d'accompagnement depuis 3 ans. Et en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on structure tout pour derrière pouvoir relibérer du temps et passer sur du marchand de biens, passer sur d'autres projets un peu plus passion aussi. Eh ben tu vois, je m'étais noté MDB tout en bas en droite de ma ligne, de ma feuille, pardon. On va conclure gentiment cet épisode. Je regarde l'heure parce que je vais être pressé par la suite. Par le marchand de biens. Euh, Moi, j'ai démarré pareil. Enfin, pareil. Ça va faire 2 ans en janvier que j'ai lancé le marchand. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi, ton expérience en tant que marchand de biens? Quelles sont les similitudes et les points tu vois, euh, de différence par rapport à du locatif? Et en quoi tu trouves ça peut-être mieux ou moins bien ou complémentaire? Ok. Alors moi, déjà, de base, je fais du marchand de flemmard. Mais c'est souvent ce qui rapporte le plus, hein. Voilà, et exactement. Où est-ce que mon temps a le plus de valeur? Donc là, le premier projet, on a fait 150 000 euros en une semaine sans rien faire dessus. Alors, Euh, ta marge, ta bascule, tu l'as fait grâce à la négo de base? En fait, c'est un triptyque, c'est mon réseau, le Ouais, pied sorti, etc. Off. Ma négo, puisque c'est un refus de financement, donc il revient, donc négo aussi, et moi j'ai des techniques de négo parce qu'il y avait des locataires en place, etc. Et après, c'était le travail terrain, où du coup la valeur de cet immeuble-là aussi se prenait parce que il fallait reloger le locataire et avoir des ouais, immeubles ouais. vides, qu'on puisse faire les travaux, qu'on puisse, que l'acheteur du coup derrière puisse faire les travaux tranquillement, etc. et remettre un autre classique. C'est les trois qui me permettent de vraiment acheter en dessous du marché et d'avoir une stratégie finalement qui va créer la valeur et de la marge. Et le troisième, c'est mon réseau aussi d'acheteurs, parce que sur cet immeuble-là, on vendait 400 000. L'acheteur mettait 400 000 euros de travaux. Et donc, il fallait avoir quelqu'un qui ait les reins Au pour portefeuille. payer 800 000. Après, on aurait pu vendre les 12 appart par appart, etc. Mais ce qui a fait la rapidité de la transaction, c'est d'avoir moi dans mon réseau une L'acquéreur. référence, l'acquéreur qui cherchait exactement ça. Bon, je Ouais. tombe dans le bon timing parce qu'il venait juste de finir un immeuble pas très loin, donc ça tombait dans le bon timing. Donc le marchand, moi je fais du marchand flemmard, c'est-à-dire que je vais vraiment par opportunité. Pour l'instant, je suis pas dans
on n'est pas trop dans une phase vraiment de recherche full, mais se dire, ben, il y a des opportunités qui rentrent parce que, comme tu le Le disais, tu réseau. as fait du réseau, mais il y a 3 ans, jamais j'aurais pu faire d'opération comme ça. C'est juste que ben, le réseau qui a été créé, qui a été entretenu, tu fais un, deux, trois projets, même locatifs avec un agent IMO, ben, il commence à Ouais. faire confiance aussi. Euh, pour moi, en termes de différence, en termes d'analyse, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire Mm. que ma façon de faire du marchand en ce moment, c'est j'achète des gros immeubles, plus de 6 8 lots, et je revends, je fais une mise en copro. Je fais pas de division, je crée pas de compteur, etc. Je prends l'existant, je mets en copro et je vends des produits plus petits qui eux-mêmes sont en dessous du marché, mais comme c'est vendu en plus petit, je crée ma marge dans le sens où le réseau qui apporte le projet, les négociations, puisque sur des gros projets, je peux aussi aller faire des sans conditions de financement, donc ça aide en ce moment surtout à renégocier. Et après, j'ai un réseau d'acquéreurs pour des biens entre 100 150 000 euros, entre guillemets, clés en main, qui vont dans les 8 9% de rendement. Ça se trouve assez facilement. Donc, la similitude par rapport au locatif, c'est que l'analyse est la même. Je regarde mon prix de marché, mon prix de revient. Et là, par contre, c'est juste aller faire de la marge et pas être à ISO. Mm. Et après, la différence, c'est que du coup, moi, je me suis beaucoup formé sur le juridique, sur la partie locative. Parce que là, dans ces types de projets-là, la contrainte que tu as au milieu de l'équation, c'est ben, quand il y a des locataires à l'intérieur, comment tu peux les aider à se reloger, quels sont tes droits par rapport aux résiliations de baux, à la loi RIAC, à toutes ces choses-là, au congé pour travaux aussi, tu en apprends plein de choses. Et une fois que ça, c'est connu et que c'est activé, ben, du coup, tu peux faire tes projets. Pour moi, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vois très mal comment les gens peuvent arriver à faire du marchand ou de l'achat-revente sans avoir fait de l'expérience IMO avant. Alors, pas Merci de l'entendre. Merci. parce que c'est ton... Alors après, tu vois, quelqu'un il a bossé pour un promoteur, il a bossé pour un truc, Ouais. là, je veux bien sur la division foncière, des choses simples. Mais aujourd'hui, en fait, il faut se dire que le marchand, c'est créer la valeur. OK, pas Mm. de souci. Créer la valeur, au moins 20 points de marge, en considérant que tu as des taux à 5 6 points, allez, on va dire 30 bruts, 30 Ouais, bruts, ouais. sachant que tu as 8% de frais d'agence en général, 8% de frais, allez, 3% de frais de notaire. Donc il faut quand même, tu quasiment 40 45% de marge brute entre ce que tu achètes et ce que tu revends. À l'époque, jusqu'à 2022, les gens ils prenaient, ils retapaient un peu eux-mêmes, ils faisaient un truc joli, ils vendaient 30% du marché, ils faisaient une marge. Je pense que toi, c'est pareil dans la région rennaise comme moi à Toulouse. Aujourd'hui, un bien qui se vendait 280 il y a 3 ans se vend 230, 240 aujourd'hui parce qu'il y a des plafonds de pouvoir d'achat, Exactement. Du auto. tout honnêtement, et que le Covid a amené le do it yourself, à faire toi-même un petit peu tes travaux, etc. Donc en fait, des trucs hyper rénovés, hyper quali vont plus se vendre au-dessus du marché parce que les gens prennent le temps de comparer, puisqu'ils ont le temps en ce moment de comparer. Et Ça ils va. ont les outils aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Ils ont les outils aussi. Et donc, apparaître dans des zones comme Nice, comme Cannes ou comme Paris à 8 10 000 Mm. euros du mètre, où là, tu vas toucher peut-être des étrangers qui veulent spécifiquement ton bien et vont pouvoir acheter au coup de cœur, ça se fait quasiment plus. Et en plus, les gens que je vois qui me disent oui, mais je vais faire les travaux moi-même, etc. Non, c'est pas du marchand, c'est du Ouais. salariat. Tu Ouais. vas juste mettre ton temps à prendre des risques hein, pendant 10 ans, puisque tu es responsable pendant 10 ans des travaux que tu réalises. Tu vas prendre des risques, etc. Mais c'est juste que, par contre, oui, si tu as un salaire à 1500 euros par mois et que tu as valo à faire toi-même les travaux, etc., pourquoi pas sur un premier projet? Mais dans le temps, c'est pas ça Pas qui va viable. Ouais, je suis d'accord. pas viable. Et au final, c'est juste, bah, tu as changé ton métier par faire des travaux. Donc pour moi, il faut avoir fait du réseau, de l'expertise terrain, connaître son marché, etc. Parce que tu parlais du off-market tout à l'heure. L'off-market, c'est drôle parce que moi, une fois, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que c'est pour vous l'off-market? C'est juste un bien qui n'a pas été publié. Ça ne veut pas dire que c'est un bien qui est intéressant, c'est juste Oui, tout à fait, oui. pas été publié. Donc, du coup, par contre, un vrai bien off-market, comme on entend tous les deux dire l'agent IMO qui t'amène un truc 15 20% en dessous du marché parce que anomalie, parce que succession, parce que X, Oui, Y, tout à fait. dans les 1 heure, tu n'as pas fait ton offre d'achat sans visiter, le bien, il est envoyé à quelqu'un Bien d'autre. sûr. Exactement. Donc, petit à petit, de par l'expérience du locatif, tu en arrives à, comme je disais, moi, Perpignan, aujourd'hui, tu m'envoies un immeuble, quand j'ai pas vécu à Perpignan, tu m'envoies juste la façade, je sais où il est. Je sais combien ça va se louer, je sais combien ça se revend, je sais les risques du quartier, de la rue, etc. Et donc, ça permet de pouvoir être réactif sur les offres d'achat et donc de pouvoir valider des projets intéressants
en marchand. Et après, mes marchands, ce qui est intéressant, c'est que tous mes projets de marchand, je pourrais prendre en locatif parce que c'est des immeubles classiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je crois qu'en locatif, il doit y rester une quarantaine de biens. Ben en marchand, plutôt que faire 1000 euros par mois en plus de cash flow, je fais 100 000, 150 000 en 2, 3 mois. Bon, du coup, tu compares. Mais l'idée, Accélère plus vite, hein. pour l'instant, du marchand, c'est-à-dire, je fais des projets, donc là, j'en ai trois en cours, on va faire, je pense, un peu moins de 500 000. Tu fais pendant 1 an, 2 ans, et après, ben, cet excédent de trésor que tu as réussi à faire sur des achats-reventes, pourquoi pas, comme tu disais, le remployer sur des projets locatifs, peut-être un peu plus tranquille, peut-être un peu plus. Patrimoniaux et tu mets de l'apport pour être à minima à Mais voilà, l'équilibre. Ouais. mais, et dans des secteurs qui vont prendre de la valeur, qui demandent moins d'énergie que les Mm. premiers locatifs. Et voilà, pour moi, les deux sont complémentaires, parce que tu vois, on a un de nos élèves dans la partie locative qui est un très très gros marchand de biens et qui me contacte pour être formé en locatif. Je fais, mais je comprends pas. Il me dit, mais en fait, pour moi, si je fais pas d'opération de marchand, j'ai pas d'argent, en fait. Et je la fais en one shot, très bien. Mais à côté de ça, j'ai rien qui tourne en récurrent tous les Mm. jours sur mon compte bancaire et qui me permet quand même de me rassurer, de pouvoir partir 3 mois, 6 mois à l'étranger sans bosser. Donc, ouais, les deux sont vraiment complémentaires, mais avec des niveaux d'expertise différents. Ouais, ben, merci d'avoir dit que. Enfin, moi je trouve que c'est une hérésie de. Enfin, malheureusement c'est comme ça aujourd'hui, hein, euh, de dire qu'on peut démarrer par du marchand, j'y crois pas. Enfin, Ouais. encore une fois, il y a des compétences qui sont certes transverses, tu vois, de tout ce qui est analyse de secteur, euh, comment dire, tout le réseau, la réactivité, etc. Mais mine de rien, je trouve que se faire les dents sur du locatif, tu prends moins de risques en fait, parce que au pire, tu te plantes sur du locatif, le temps va rattraper les choses. Tu laisses en location et ça va rattraper. Voilà, tu rattrapes avec le temps. Le marchand, t'as pas le droit à l'erreur. Encore plus au démarrage, tu vois, nous on va démarrer notre cinquième OP là. Euh, on fait du all-in à chaque fois pour l'instant. Donc en fait, là on a, je touche du bois, normalement je suis censé aller demain signer une offre de prêt à l'autre bout de la France, je prends le train de bonheur. On a un partenaire bancaire qui nous suit là dorénavant parce on a fait quatre très belles premières opérations. Mais en fait, au démarrage, c'est du all-in. Donc si tu te plantes, enfin, si tu fais pas bien les choses, tu peux perdre de l'argent. Donc, et ça, faut que les gens l'entendent. On s'improvise pas marchand de biens. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que je conseille du tout. Il faut quand même développer un certain nombre de compétences, de connaissances, parce que, comme tu l'as dit, ne serait-ce que sur la partie travaux, tu es responsable 10 ans. Donc, Et donc c'est surtout, en fait, tu dois créer de la marge. Enfin, on l'a vu, 30 à 45% de marge sur des projets. Comment tu le fais si tu démarres de zéro? Enfin, ça, c'est Hmm. pas en claquant des doigts que tu vas réussir à créer de la valeur, autant de valeur. Voilà. Et donc ça, la création de valeur, elle se fait également en optimisant des espaces, en créant de la surface, en divisant. Moi, tu vois, moi, c'est pareil, l'OP qu'on va démarrer là, c'est la même que toi. J'achète un immeuble de 4 lots, euh, on fait une mise en copro, un remaniement de toiture, on fait des petits espaces jardins trop mignons et ça va repartir à la découpe. Et la petite anecdote, tu vois, c'est sur un secteur que je maîtrise à la perfection, mais cet agent immobilier-là, je le connaissais pas. Et je vois l'annonce qui tombe un mardi, je pense. Ça devait être un mardi milieu fin de matinée. Et j'appelle dans la foulée, je tombe sur la secrétaire et j'harcèle parce que au vu du prix, c'était une dinguerie. Bref, j'ai l'agent, j'obtiens les infos que je veux obtenir à distance pour valider ou pas mon déplacement parce que c'est pareil, c'est à 1h30. Il me donne les infos que je veux, je dis ok, je suis là demain, vous me dites l'heure, n'importe quand, je suis là. Et ça n'a pas raté. Le lendemain, je fais ma visite. Pour moi, tous les feux étaient ouverts à distance déjà, etc. J'avais juste qu'à valider le fait qu'il n'y ait pas de red flag, qu'il n'y ait pas de, tu vois, de problème structurel ou de trucs rédhibitoires. Et en fait, ça n'a pas raté. Je sors de la visite, tout était parfait, venez cocher mes critères. Je dis, bon, bah écoutez, je vous fais une offre au prix sans condition de financement. Et basta. Et en fait, si c'était pas moi qui avais le deal, c'était le gars qui vitait juste après pour peu qu'il soit professionnel de l'IMO ou qu'il connaisse un minimum. Enfin, tu vois, que ce soit pas un débutant, on va dire, qui se pose 36 000 questions au démarrage. Il a fallu ouais, user de stratagèmes et surtout être ultra réactif. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les meilleurs coups. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Sur la partie marchand, c'est ça. C'est soit tu vas vraiment créer la valeur en disant je vois un truc que personne ne veut, recréer des espaces à l'intérieur, etc. Mais
Pour moi, il faut avoir quand même des bonnes compétences en urbanisme, en division, en travaux pour pas se louper, surtout en ce moment. Soit c'est plus par ton réseau, ta réactivité, donc c'est plus difficile en amont parce que bah, il n'y en a pas 10 tous les jours qui sortent. Par contre, après, derrière, une fois que tu t'es assigné, t'as rien à faire quasiment. Ouais. Et Vraiment. toi, j'ai fait l'expérience au démarrage de faire un projet de division parcellaire, enfin détachement de terrain, rénovation de maison. Et ben en fait, mauvaise expérience parce que la maison, elle a été, on s'est pris 6 à 8 mois de délai de chantier en plus. Donc en fait, on a bouffé une partie de la marge avec les intérêts sur ce délai-là. Donc là, voilà. Maintenant, c'est comme tu l'as dit, être efficace dans ces opérations, faire beaucoup de tri en fait. Au final, on en retient que très peu parce qu'on raisonne celle qui va prendre le moins de temps possible. Tu vois, le coût ratio temps, il est primordial aujourd'hui parce que sinon, Et je gagne, bah, il y a un des KPI hein, comme ça côté marchand, c'est la marge par rapport au délai de l'opération, tu vois, et au temps que tu ouais, passes. ouais. Au final, surtout si tu fais réinvestissement de trésor à chaque fois, bah, il vaut mieux une OP qui a un petit peu moins de marge, mais qui prend 2 fois moins de temps, parce que tu as Ah le oui, trésor pour réinvestir oui. rapidement dans un autre projet. Mm. Je te rejoins tout à fait. Euh, Bah écoute, Joris, moi de mon côté, j'ai balayé un petit peu toutes les questions que je voulais voir dans les grandes lignes. Est-ce que toi, tu as des petites choses que tu veux ajouter aux auditeurs du podcast, à ta commu qui Ah, il y écoutera? avait, il y avait un petit point que tu avais commencé à évoquer sur tu sais, un peu les conseils si tu démarres avec ça. Il y a un point que j'aime bien alerter, c'est de ne pas se comparer. Tu sais, les gens qui démarrent, on a pas mal aussi qui... tu vois, c'est pour ça que je parle très peu de mes projets sur les réseaux. Alors, déjà, je suis jamais sur le terrain, donc c'est difficile de dire, ah, tiens, je fais des stories. Non, je suis pas sur mes projets. Mais je ne parle pas non plus des projets. On parlait des banques tout à l'heure sur 2019, 2021. Enfin, tu levais la main, ils te finançaient en 2 secondes. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux, dès qu'on essaie de se renseigner sur l'immobilier, des gens qui en sont à X millions de patrimoine, X biens, qui font ça et ça. Très bien, mais en fait, ils ont eu tout un parcours qui les a amenés jusque-là. Et donc, c'est bien pour s'inspirer, de dire c'est possible. Moi, j'aime bien des Mm, fois en parler. Regarde où j'en suis. Et il y a 5 ans, j'étais comme toi, entre guillemets. C'est cool. Mais par contre, comprenez que il faut monter étape par étape mm. et vraiment savoir sa propre stratégie perso. D'ailleurs, je disais que moi j'ai commencé en SRL de famille. Je ne vous conseille pas forcément de commencer en SRL de famille. Si ce n'est pas adapté à votre situation, il n'y a aucun intérêt. Par contre, c'est de dire, OK, où j'en suis maintenant, où je veux en être dans 3 5 ans, j'aime bien la vision de 3 5 ans, et de petit à petit construire sur des... Ouais, construire le plan d'action pour y arriver. Et je te rejoins tout à fait sur l'aspect comparaison. Tu vois, là, je te disais que j'étais entre guillemets précis. Je vais faire une conférence ce soir dans une ville et je démarre ma conférence par ça, par un Mhm. côté mindset, un côté dev perso, qui moi m'a beaucoup servi par le passé. Avant de faire de l'IMO, juste avant j'ai fait du dev perso pour comprendre des choses. Et le fait de pas se comparer aux voisins, d'avancer en fonction de ses propres problématiques aussi, tu vois. Si tu es avec un poste à responsabilité et que tu bosses 60 heures semaine, tu vas pouvoir mener de front le même projet que quelqu'un qui va bosser 35 heures sur un métier plus chill. Et ça, en fait, faut être au clair avec ses propres euh, responsabilités et contraintes de vie pour calibrer aussi le bon projet. Et tu l'as dit, l'immobilier, c'est du temps. Enfin, en fait, oui, plus le temps passe, plus on évolue, je l'espère pour les gens en tout cas. Et il faut juste aller célébrer la prochaine victoire à sa portée, tu vois. Ça, c'est important de le noter, donc c'est cool que tu en parles. Ah, mais tu parles de célébrer un point là. On était, comme tu disais, à Saint-Brieuc, la week-end immersion la semaine dernière. Et je finis toujours par ça, d'apprendre à se féliciter. Mm, Qu'on est le nez dans le guidon, à faire des projets IMO, à se dire, une fois que j'ai fini le premier, presque je suis en train de démarrer le deuxième. Et carrément. après, des fois, on va se retrouver dans des moments un peu de down en termes de motivation, etc. Et c'est de se dire, en fait, apprenez juste à vous féliciter. Par exemple, quelqu'un qui, ça fait 6 mois qu'il cherche un projet, qu'il n'arrive pas à trouver, dès qu'il a une offre d'achat acceptée ou même un compromis, c'est déjà une bonne réussite parce qu'en fait, il a avancé par rapport Bien à la sûr. première il y a 3 6 mois. Pareil, premier projet acquis, etc. Et je trouve alors, je le fais pas non plus personnellement, où j'essaie de m'obliger, tu vois, mais c'est vrai que voilà, ça peut être quelque chose de matériel, juste une expérience, peu importe, mais quelque chose qui marque un peu en disant, OK, j'ai avancé. Et j'attends pas dans 3 ans de le faire parce que sinon je peux exploser entre les deux, quoi.
Mm. Je le fais pas assez moi-même, aux grandes dames de madame qui me dit mais quand est-ce qu'on part en voyage? Bah, il y a encore trop de trucs à faire, mais il faut, elle a raison. Mais c'est important de célébrer les victoires aussi. En tout cas, ça permet de se dire, allez, tout ce chemin parcouru, tous ces efforts pour ça. Bon, voilà. Euh, Merci beaucoup pour ton temps, Joris. Merci d'avoir accepté de décaler parce qu'il y a 15 jours, c'est moi qui t'ai planté parce que je pouvais pas en dernière minute. Mais on a réussi à se capter. J'étais vraiment ravi de partager ce moment avec toi. Encore une fois, je trouve que tu as une. Et je le fais pas souvent de lancer des fleurs, mais tu as une belle vision de l'IMO avec des belles valeurs, tu vois. Et des compétences, je trouve, qui sont transverses, tu vois. C'est pas. Je déteste les monostratégies, on va dire ça comme ça. Pareil. Mais je Ça me pense que bouffe. c'est aussi pour ça qu'on a connecté, tu vois. Je n'opposerai jamais la courte durée, le commercial, le marchand de biens, que ça. Tout peut être intéressant. Ça En dépend fonction de de chacun, en fonction à du. quel moment on en est dans le Voilà. test, etc. En fait, tous ont des avantages et inconvénients. Mais par contre, de Et dire tout ne convient pas à tout le monde exactement, et en fonction des moments, encore moins. Donc, et de dire oui, il faut absolument faire ça parce que tout le reste est pourri, ben non, tu vois, on parlait du marchand, on en fait tous les deux, par contre, on ne le recommande pas si tu démarres. non. Et c'est juste de la logique. Et je me bats, et c'est pour ça que j'ai créé Meraxia au départ, c'est parce que je voyais tellement de faux messages, mais surtout de gens qui croyaient le message. Les faux messages, peu importe, entre guillemets, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, ce qui me frustrait, c'est de voir des gens qui croient à ce message. Encore hier, j'ai un mec qui me dit, ouais, j'ai commencé par la location courte durée atypique parce que je sais qu'on peut faire 1 200 € par mois avec moins de 10 000 euros. Je fais waouh, mais t'as creusé pour avoir des trucs? Ah non, mais j'ai vu quelqu'un, il m'a dit qu'il faisait ça. Mm. Très bien, mais en fait, toutes ces choses-là, malheureusement, tu vois, c'est trop drivé par le marketing, on est honnête là-dessus. Et donc de ramener la vérité de ce qui est concrètement possible de faire et avec cette vision ben, moyen-long terme, parce que sur du court terme, aujourd'hui avec l'IMO, c'est un peu plus compliqué. Mm. Et voilà, donc on essaie, je pense que tous les deux, de défendre un peu cette vraie vision Ah, qui c'est est surtout transparente. apprendre des compétences, voilà. Se transmettre des compétences, tu vois. Moi, c'est vraiment investir comme un professionnel. Moi, c'est mon discours. Aujourd'hui, je fais ce métier à temps plein depuis 5 ans. J'ai bouffé euh, beaucoup de visites, beaucoup de terrain. Donc, en fait, la réalité du terrain, je la connais. Et avoir testé plein de stratégies, faut faire le tri. Tout n'est pas adapté à la situation de chacun. Il faut juste trouver, et comme tu dis, établir sa vision, établir son plan, sa feuille de route pour avoir une direction, décomposer. Et puis derrière, bien exécuté en y passant le moins de temps possible en étant efficient du coup. Euh, on se dit à très vite. J'espère te croiser prochainement en vrai, hein, ce serait très chouette. Merci encore pour ton temps et puis je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée. Merci beaucoup, belle fin de journée. Ciao, ciao.